Bonjour à tous et bienvenue à notre série webinaire avec notre partenaire Sun Life sur la santé financière de la communauté. Ce webinaire numéro 3 va être sur pouvez-vous permettre d'être malade. Je suis très content d'avoir Julien avec nous aujourd'hui qui va vous parler un peu de comment préparer vos santé financières dans le futur et aussi de s'assurer que vous êtes protégé dans le futur. Julien, je te passe la parole. Merci beaucoup, Naoufel. Merci encore de nous recevoir pour cette série de webinaires. Donc, je voulais commencer par dire, on va revenir sur ça, si jamais qui que ce soit a des questions dans le futur, n'hésitez pas à nous rajouter sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez parler en français, vous pouvez me rajouter moi ou à envoyer des courriels s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui ou tout ce qu'on a vu dans les webinaires précédents et qui touchent à vos finances personnelles, en fait, en général. Donc aujourd'hui, troisième webinaire qui va se concentrer en fait sur les protections par rapport à la maladie. Et évidemment, on parle de protection financière. Dans l'idée de la question, peux-tu te permettre d'être malade, c'est vraiment ça. C'est vraiment être prêt, être financièrement prêt pour l'imprévu lié à la maladie, à l'accident. Et ça, c'est extrêmement important. Avant de voir ça, petit récapitulatif, donc avertissement aussi, c'est ce que je disais, si vous avez des questions, allez toujours voir un professionnel. Aujourd'hui, c'est des conseils généraux. Allez toujours voir des professionnels quand vous voulez des conseils précis sur votre situation. Et n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Petit récapitulatif des 2 derniers webinaires dans lesquels on a parlé d'épargne et d'investissement. Je vous invite à aller voir les 2 premiers webinaires qui parlaient de ces 2 sujets-là, épargne et investissement. Donc, pour résumer, épargner et investir, c'est d'abord définir vos objectifs. Définir vos objectifs, comprendre les risques, c'est commencer le plus tôt possible. Donc, on sait que dans l'univers QueerTech, il y a beaucoup de jeunes professionnels. C'est important de commencer tôt, automatiquement, régulièrement, d'organiser vos épargnes, d'organiser les investissements, de connaître les outils et comment les utiliser. Donc, on a beaucoup parlé de REER, de CELI. Je vous invite à vraiment revoir les webinaires précédents. Et évidemment, ne pas oublier de diversifier vos investissements et demander de l'aide et des conseils pour pouvoir vous orienter justement dans tout ça. Donc, extrêmement important de demander de l'aide. Il faut oser. Parce que souvent, quand on voit ça en ligne, c'est comme on voit aujourd'hui, ça va être assez général. Pour être sûr que c'est adapté à votre situation, n'hésitez pas à aller poser des questions. La tolérance au risque, on l'a vu dans le webinaire juste avant celui-ci, c'est extrêmement important pour savoir comment investir. Et pour ça, il faut vous poser les questions donc, de vos objectifs, de quand vous aurez besoin de l'argent et aussi de comment on réagit si les investissements chutent. Donc, on l'a vu pendant la pandémie, au début de la pandémie, par exemple, ou alors au début 2022, on voit les marchés qui sont très volatiles, qui chutent rapidement. C'est important de savoir à quel point on est OK avec ce genre de situation. Est-ce qu'on est confortable avec ça? Si on n'est pas confortable, on évite d'investir et de prendre des risques. Si on est confortable, on peut investir de manière de plus en plus agressive. Et, excuse-moi, et évidemment, éviter les erreurs sur les marchés. Les erreurs courantes, c'est souvent d'essayer de prédire ou de timer le marché, comme on dit. On le voit très souvent, surtout avec les applications d'achat et de vente d'actions. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention parce que c'est extrêmement compliqué de prédire le marché et souvent, ce n'est pas vraiment payant sur le long terme. Ne pas aussi se concentrer sur les performances passées et ne pas laisser vos émotions être le moteur de vos décisions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser influencer par nos émotions. En général, quand on ne va pas très bien, on va avoir tendance à vouloir arrêter, tout vendre, etc. Quand on va bien, on a tendance à acheter n'importe quoi, n'importe comment et investir sur le marché n'importe comment. Donc, il faut faire très attention parce que ça peut être négatif. Faire attention aussi aux gros titres, à ceux qui s'appellent experts, etc. Enfin, tous les articles qu'on peut voir. Il
fleurir sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. Donc, faire très attention à ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus ou moins experts, on va dire. Donc, quand les gens essaient de prédire quelque chose, faites très attention. Voilà. On peut trouver un article qui dit une chose et un article le lendemain qui dit autre chose. Donc, c'est compliqué. Et aussi, faire attention à être très diversifié, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je vous invite vraiment, là, c'est vraiment un résumé rapide par rapport aux investissements, aux épargnes, pour avoir les gros sujets qui sont importants à bien connaître. Mais c'est important d'aller voir les 2 premiers webinaires pour pouvoir avoir plus de détails. Et n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les événements incontrôlables, en fait. Alors, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une pyramide de planification financière. Et aujourd'hui, on se concentre sur les événements incontrôlables, qui sont les accidents, la maladie, etc., et qui peuvent impacter négativement, très négativement, vos finances. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. Et justement, je reparlais un petit peu d'investissement et d'épargne, parce que, avant toute chose, votre premier coussin de sécurité, et ça, tout le monde devrait l'avoir, hein, je dis bien tout le monde, hein, on devrait tous avoir ce coussin de sécurité-là, c'est ce qu'on appelle le fonds d'urgence. En fait, un fonds d'urgence, c'est du cash pour la plupart des gens. C'est de l'argent en fait qui est facilement accessible et que vous allez pouvoir utiliser vraiment seulement pour des urgences. Exemple, chez QueerTech, enfin, dans l'univers QueerTech, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur laptop de chez eux ou d'ailleurs, et sans avoir un laptop, on ne peut pas travailler. Donc, si demain, votre laptop il ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus gagner votre vie. Donc, ça c'est considéré comme une urgence. Vous avez besoin d'un nouveau laptop, vous avez besoin de cash pour en acheter un tout de suite. Pas dans une semaine, pas dans un mois, tout de suite. Et donc, c'est à ça que va servir un fonds d'urgence. Évidemment, chacun a sa motivation pour construire des fonds d'urgence. Ça peut être aussi, puisqu'on parle de santé aujourd'hui, un problème de santé qui n'est pas couvert par une assurance, un problème dentaire, par exemple, ou n'importe quoi d'autre, qui touche en fait votre quotidien et qui est considéré comme une urgence. Vous avez besoin aujourd'hui de cet argent-là. Donc souvent, on va ou le garder en cash pour que ce soit très accessible, ou le mettre dans des investissements très conservateurs pour éviter de perdre de l'argent en cas de problème sur les marchés. Et on va essayer de garder, alors ce qu'on dit, pour avoir une idée, c'est 3 à 6 fois vos dépenses mensuelles de base. Alors, vos dépenses mensuelles de base, en fait, c'est ce que vous dépensez mensuellement pour vivre, en fait, hein, mais genre votre loyer, électricité, Internet, la partie de base de l'alimentation, etc. C'est facile de calculer ça et de se donner une idée. Mais dans l'idée, c'est mieux de le faire en fonction vraiment de comment vous vous sentez. En général, ça va être quelques milliers de dollars qu'on garde et on se dit, bon, ben, ça, c'est mon coussin de sécurité, c'est mon fonds d'urgence. Et en cas de problème urgent, je vais aller chercher ça. Point très intéressant à comprendre, c'est que la carte de crédit ou une marge de crédit, ce n'est pas du tout considéré comme un fonds d'urgence, en fait, parce que ça vous endette. Donc, au final, c'est vraiment à double tranchant. Oui, ça peut vous aider sur le court terme, mais ça va être plutôt négatif sur le long terme, parce que si vous ne pouvez pas la rembourser tout de suite, là, ça va générer des intérêts à devoir payer. Et donc, c'est très handicapant sur le long terme. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un fonds d'urgence en cash, et c'est votre premier coussin de sécurité. À partir de là, il va être intéressant de construire votre plan de protection. Et donc là, on va aller voir plus loin, en fait, que juste les quelques milliers de dollars qui peuvent vous aider à vous y retrouver financièrement, en fait, en cas de petite urgence. Le plan de protection, ce que j'appelle plan de protection, c'est vraiment pour vous aider en cas de grosses dépenses. Et dans ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment des grosses dépenses de santé. Donc, pourquoi une assurance par rapport à votre santé? C'est vraiment pour protéger vos finances. Évidemment, une assurance ne peut pas vous protéger d'une maladie ou d'un accident. Hein, ça, ce n'est pas l'objectif. Mais ça va vous protéger, en fait, des conséquences de cette maladie ou de ces accidents
sur vos finances personnelles. Et on parle de plusieurs milliers de dollars, des gens qui utilisent énormément d'argent pour se soigner, en fait. Et donc, l'idée de ces assurances-là, de ces plans, de ces protections-là, c'est être moins stressé et pouvoir se consacrer, en fait, à sa convalescence, à se soigner, à aussi pouvoir avoir les gens autour de soi, la famille, etc. On va voir ça au fur et à mesure de ce que je vais vous montrer. Donc, les meilleures pratiques par rapport à l'assurance qui concerne votre santé, par rapport aux assurances en général d'ailleurs, c'est déjà savoir ce que vous avez, savoir ce pourquoi vous payez, ou même si vous ne payez pas pour, on verra dans quelles circonstances, au moins connaître les bases de ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les petites lignes, de savoir tous les détails de ce que vous êtes protégé, en fait, mais c'est bien de savoir les bases. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir définir vos besoins et vous allez pouvoir définir aussi votre budget pour pouvoir adapter votre protection en fonction de vos besoins. Ça, encore une fois, n'hésitez pas à demander l'aide d'un conseiller, d'un professionnel comme nous, parce que ça va vous aider à vous détacher, en fait, à prendre le recul sur votre situation et à voir quels sont les vrais besoins. Et aussi, vous pouvez discuter du budget. Le budget est extrêmement important au niveau des assurances. C'est vraiment essayer de trouver et de mettre en place la meilleure protection par rapport au budget que vous avez. Ce n'est pas de dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre. Et enfin, il faudra mettre en place ce plan d'assurance-là et le revoir régulièrement. Parce que selon les étapes de la vie, si on a une famille, si on a un nouveau travail, si on se lance à son compte, si on achète une maison, les besoins changent avec le temps. Donc, c'est important de revoir ça régulièrement et de corriger en fonction toujours des besoins et du budget. Donc, pour commencer, on va prendre la situation employé, travailleur autonome, entrepreneur, parce qu'il peut y avoir des différences selon votre situation de travail, que vous soyez employé pour une compagnie, que vous travaillez tout seul comme travailleur autonome, ou que vous-même soyez chef d'entreprise avec des employés, par exemple. Et la première chose à connaître, donc la base, c'est l'assurance publique. Donc, ce que j'appelle l'assurance publique, en fait, c'est l'assurance provinciale en fonction de où vous habitez. Au Québec, on a la RAMQ, en Ontario, c'est OHIP, et ça vous donne en fait une couverture médicale et pour les médicaments d'ordonnance de base, qui certes est limitée, mais au moins vous avez quelque chose de base qui vous permet d'aller à l'hôpital, de ne pas payer la consultation et de voir un médecin, et de payer une partie des médicaments, une partie du matériel, etc., de la chambre d'hôpital. Donc, ça existe, c'est là. Attention, si vous n'êtes pas citoyen ou résident permanent au Canada, c'est possible que vous ne soyez pas couvert par l'assurance provinciale ou pas entièrement. On va en parler dans un deuxième temps plus tard. Mais gardez en tête donc que cette assurance provinciale, même si c'est bien qu'on l'ait au Canada et puis on devrait en être fier, c'est seulement un pourcentage des dépenses, un pourcentage des médicaments. Et par exemple, il n'y a pas aussi au Québec, on n'est pas couvert pour l'ambulance. Donc, si vous appelez une ambulance en urgence, c'est vous qui allez recevoir la facture après. Il n'y a pas de couverture pour le dentiste non plus, ça je suis sûr que vous le savez déjà. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir que c'est juste une base. Et après, il faudra essayer d'aller chercher mieux. Et on va voir comment. Au niveau de l'invalidité, donc invalidité, c'est quand vous ne pouvez pas travailler. Donc, quand vous êtes invalide à cause d'un accident, d'une maladie, le docteur dit que vous ne pouvez pas travailler, vous êtes considéré comme invalide. En cas d'invalidité, si vous êtes employé, et seulement si vous êtes employé, vous êtes sûr que votre employeur paye pour l'assurance emploi au niveau fédéral. Et donc, vous êtes sûr que vous avez ce qu'on appelle une protection d'invalidité à court terme. Quand on dit à court terme, ça veut dire que c'est maximum 15 semaines. Et il y a quand même des limites, c'est maximum 55% de votre revenu avec autour de 630 $ par semaine au maximum. Donc, c'est quand même limité, mais ça existe. Ça aide beaucoup, ça a beaucoup aidé beaucoup de monde pendant la COVID qui se sont retrouvés à faire 2, 3, 4 semaines d'arrêt de travail parce qu'ils ont eu une COVID
plutôt difficile à ce moment-là. Ça peut être la même chose si vous avez un petit accident et que vous ne pouvez pas travailler pendant 2, 3, 4 semaines ou plus. Gardez en tête que ce n'est qu'une base. Encore une fois, on peut avoir meilleur que ça, mais au niveau privé. On verra ça plus tard. Au niveau du long terme, après 15 semaines, le gouvernement a quelques petites choses qui peuvent vous aider si vous êtes invalide sur le long terme, mais c'est quand même minime, très limité. C'est fait par le plan de pension du Canada ou le plan de pension du Québec, en général. Et c'est quand même très limité. Même au niveau des définitions de l'invalidité, il faut vraiment ne pas pouvoir travailler du tout, ne pas pouvoir rien faire. Ce n'est pas uniquement votre travail, c'est genre rien du tout. Donc, il faut savoir que c'est quand même très limité. C'est principalement pour les employés dont les employeurs payent l'assurance emploi, mais c'est obligatoire, ou pour les travailleurs autonomes qui paieraient aussi l'assurance emploi. Mais alors là, c'est souvent très rare. En général, ça ne se voit pas très souvent. Donc ça, c'est la base au niveau de l'assurance publique. Maintenant, pour améliorer la protection, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'assurance collective. Et l'assurance collective, en général, qui peut en avoir une le plus souvent, c'est quand on est employé. Donc, c'est grâce à votre employeur qui, lui, a négocié quelque chose avec une compagnie d'assurance et qui a mis en place une assurance collective pour ses employés, sa compagnie. Donc, c'est là où, en général, on a accès à une assurance collective. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez des employés, sachez que vous pouvez aussi mettre en place une assurance collective à partir du moment où vous avez 3 employés, 4 employés, en vous comptant. Vous pouvez aussi mettre en place une assurance collective pour tout le monde. Et en tant que travailleur autonome, par contre, là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est possible avec certains ordres professionnels, mais c'est quand même rare. C'est-à-dire qu'on le voit pour les avocats au Québec, avec le barreau du Québec, je l'ai déjà vu, il y a certains ordres pour les ostéopathes, massothérapeutes, etc., qui proposent une partie d'assurance collective. C'est intéressant de se renseigner par rapport à ça. Et la plupart des travailleurs autonomes n'auront pas accès à de l'assurance collective. On verra ensuite qu'est-ce qu'ils pourront avoir au niveau privé. Alors oui, l'assurance collective, c'est fait pour être meilleur que l'assurance publique. Ça vient en fait compléter l'assurance publique et au niveau médicaments, par exemple, ça vient même remplacer complètement l'assurance publique. Et ça vient offrir une meilleure couverture, donc un meilleur pourcentage de couverture au niveau des médicaments. Ça peut aller jusqu'à 100% de couverture. Et après, tout ce qui est couverture d'ambulance paramédicale, c'est-à-dire massothérapeute, physiothérapeute, etc., dentiste, assurance voyage, tout le côté télémédecine que l'on retrouve de plus en plus dans les assurances collectives, qui est grâce, juste en se connectant sur une app sur notre téléphone, on peut parler à une infirmière, à un docteur. C'est assez facile, en fait, d'utiliser ça de plus en plus, en tout cas dans les assurances collectives. Et donc, c'est vraiment intéressant de comprendre que ça vient améliorer une protection limitée et de base au niveau provincial. Ça vient apporter une protection qui souvent est bien meilleure et qui, en cas de problème de santé, viendra vous aider à être beaucoup, beaucoup moins impacté au niveau financier. C'est sûr que c'est sympa d'aller faire un massage une fois par an et de se dire que c'est protégé par l'assurance collective, mais en général, l'assurance collective, c'est vraiment pour des gros problèmes de santé et savoir avoir ce stress-là en moins, de savoir qu'on est bien protégé si on a un gros problème de santé. Fait important par rapport à l'assurance collective, et pourquoi c'est très intéressant, pas de question de santé si vous la prenez tout de suite. Il n'y aura pas de question de santé, en tout cas pour la base des protections. Ça va être partiellement payé par l'employeur. Parfois, c'est entièrement payé par l'employeur selon les compagnies. C'est vraiment l'employeur qui décide. Et savoir qu'au Québec, si c'est proposé, c'est obligatoire. Il faut aller la prendre. Vous n'avez pas le choix de prendre une assurance collective si elle vous est proposée. Ça dépend de la province. Après, si on n'est pas au Québec, il y a des provinces où c'est un petit peu plus facile de la refuser. Mais après, ça devient compliqué de se remettre dessus si jamais on l'a refusé à la base. Donc, en général, sauf si vous êtes déjà couvert par un conjoint, une conjointe,
foncez, prenez une assurance collective, vous serez bien mieux protégé, même si vous devez payer un petit peu vous-même, vous serez bien mieux protégé que l'assurance de base publique. Si vous n'avez pas accès à de l'assurance collective, alors il y a une solution qu'on appelle assurance santé personnelle. Ce que c'est, en fait, c'est aussi un complément à l'assurance publique. Ça vient, alors au Québec, ça vient en plus de la RAMQ. Dans certaines autres provinces, ça va carrément remplacer l'assurance publique. C'est privé et c'est une assurance qui vous appartient personnellement. Donc, contrairement à l'assurance collective qui ne vous appartient pas, si vous changez d'emploi, si votre employeur décide de changer l'assurance, ce n'est pas vous qui décidez, vous n'avez rien à dire. Par contre, pour une assurance santé personnelle, c'est vous qui l'achetez, c'est vous qui la payez et elle vous appartient personnellement. Et l'idée est à peu près la même. Ça va mieux couvrir les médicaments, ça va couvrir l'ambulance, le masso, le physio, le dentiste, enfin une partie à chaque fois, évidemment. Il y a une assurance voyage qui est en général incluse dedans aussi. Donc, le but, c'est vraiment d'être mieux protégé. Encore une fois, oui, pour des petites dépenses de santé comme un massage ou aller chez le physio, mais surtout si on a des plus gros problèmes qui coûtent beaucoup plus cher et qui pourraient impacter beaucoup plus nos finances, en fait. Donc, c'est à ça que ça sert. Maintenant, qui devrait y souscrire? Évidemment, si vous avez accès à une assurance collective, vous êtes, au Québec en tout cas, obligé d'aller chercher l'assurance collective. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre une assurance santé personnelle en plus. En général, ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes employé ou travailleur autonome et que vous n'avez pas accès à une assurance collective, ben c'est exactement le genre de produit qu'il vous faut pour être mieux protégé. Et si vous êtes entrepreneur, pareil, si vous ne mettez pas en place d'assurance collective parce que vous n'avez pas assez d'employés ou parce que vous n'avez pas le budget, vous pouvez toujours parler de ça à vos employés en leur disant, voilà, il y a ça qui existe. Vous pouvez, au niveau privé, au niveau personnel, vous procurer une de ces assurances qui vous aidera à être mieux couvert par rapport à vos dépenses de santé. Petit point, enfin, gros point important par rapport à l'assurance santé personnelle, contrairement à l'assurance collective, c'est qu'il y a un questionnaire de santé. La plupart du temps, en tout cas, pour les produits qui protègent le mieux, il va y avoir un questionnaire de santé. Donc, l'acceptation n'est pas garantie et il peut y avoir des exclusions par rapport à ce que vous avez déjà eu comme problème de santé au préalable. Il existe des produits sans questionnaire de santé qui sont en général plus chers et dont la couverture est un peu moins bonne, mais ça existe. S'il y a des gens qui sont malades, qui ont une maladie chronique, qui ne peuvent pas être couverts par de l'assurance santé, par des grands groupes, etc., il y a des solutions. N'hésitez pas à venir nous en parler et je pourrais vous en parler. Une assurance santé personnelle aussi, c'est selon l'âge. Et important, si au Québec, une assurance collective vous est proposée et que vous avez déjà une assurance santé personnelle, vous êtes quand même obligé de prendre l'assurance collective. Donc, vous allez devoir canceller l'assurance santé personnelle. C'est comme ça que ça va marcher en général. Maintenant, on a vu les bases, donc l'assurance publique. On a vu comment améliorer avec de l'assurance collective ou de l'assurance santé personnelle. Mais il y a deux cas que je voulais vraiment pour lesquels je voulais vraiment mettre le coup de projecteur aujourd'hui. C'est si on a une maladie grave, de type cancer, arrêt cardiaque, etc., ou si on a une invalidité liée à une maladie ou liée à un accident. C'est intéressant de savoir qu'il existe des assurances qui vont vous protéger encore mieux, en fait, que l'assurance collective ou l'assurance santé personnelle. Quand on parle de maladie grave, par exemple, on sait que l'impact financier peut être énorme. Si vous êtes bien protégé avec une assurance collective ou une assurance santé personnelle, et même l'assurance publique, pour tout ce qui est les dépenses régulières de soins de santé liées à une maladie grave, ça va être généralement bien couvert. Mais par contre, dès que on voudrait que le conjoint ou la conjointe ou quelqu'un de la famille vienne nous aider, donc arrête de travailler ou se mette à mi-temps, par exemple, ou dès qu'on voudrait un traitement qui n'est pas remboursé par les compagnies d'assurance ou par l'assurance publique. Ça peut être tout type de traitement alternatif, par exemple.
et bien là, c'est là qu'une assurance, ce qu'on appelle une assurance maladie grave, va être si importante. Une assurance maladie grave, en fait, c'est un soutien financier. C'est un montant forfaitaire qu'on choisit. Donc, on va dire, bon, ben, je me couvre pour 50 000 $ ou pour 100 000 $ ou plus. Et si on a une de ces maladies graves qui nous est déclarée, alors on va toucher ce montant forfaitaire. Ce ne sera pas imposable et on n'a pas de limitation pour l'utilisation. Contrairement, par exemple, à une assurance collective qui va couvrir une partie des soins de santé, ici, l'argent, on peut l'utiliser comme on veut. Donc, ça peut être pour des soins de santé alternatifs, comme on dit, qui ne sont pas couverts, ou ça peut simplement être pour compenser le salaire du conjoint, de la conjointe, qui va vous aider pendant plusieurs mois pour vos soins, etc. Donc, ce n'est pas uniquement pour les cancers. Évidemment, le cancer est ce qui est le plus souvent, et la raison la plus souvent mise en avant, en fait, par rapport aux assurances maladie grave, parce que statistiquement, c'est ce qui arrive le plus. Mais il y a une vingtaine d'autres maladies, dont les AVC, arrêt cardiaque, etc. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est quand même pas mal large. Et statistiquement, on sait qu'on a beaucoup de chances de développer une maladie grave. Donc, c'est quand même un produit qui est très intéressant pour se protéger financièrement. Et particulièrement, alors, ça, pour le coup, c'est qu'on soit employé ou non. Si vous êtes employé, la différence, c'est que vous avez peut-être une assurance collective, et dans l'assurance collective, il y a peut-être déjà une assurance maladie grave que vous pouvez avoir sans répondre à des questions de santé et qui est automatique, peut-être même payée par l'employeur. Donc, c'est intéressant de savoir si vous l'avez ou pas. Maintenant, c'est intéressant aussi de l'avoir personnellement, pas uniquement à l'intérieur d'une assurance collective. C'est important de la détenir personnellement pour savoir que ça va vous suivre pour sûr pendant toute votre vie, ou en tout cas toute votre carrière, ou au moins durant cette période. Alors, je dis souvent que c'est une assurance que j'aime bien proposer aux gens qui sont plus jeunes, parce que souvent, on n'a pas ou on a moins d'épargne que quelqu'un qui est dans la soixantaine, 70, etc., qui en général a travaillé toute sa vie et qui a plus d'épargne. Quand on est dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, oui, statistiquement, on a moins de chances d'avoir un cancer. Par contre, si on en a un, par exemple, ça risque d'être pas nécessairement, enfin, ça va être un problème, oui, au niveau des traitements, etc. C'est lourd et c'est quand même assez grave. Mais au final, si on s'en sort, ce qui va être le plus grave, c'est d'avoir dépensé toutes les épargnes qu'on avait commencé à mettre en place et qui devaient être utilisées pour complètement autre chose, que ce soit l'achat d'une maison, la retraite, la famille, etc. Donc, c'est à ça que vraiment une assurance maladie grave va servir, c'est pour utiliser de l'argent, pour ne pas utiliser notre argent épargné, en fait, depuis plusieurs années, et pour vraiment utiliser l'argent de l'assurance. Et dans la même idée, il est important de regarder l'invalidité. Donc, au tout début, je parlais d'invalidité court terme et d'invalidité long terme. Au niveau du court terme, si vous êtes employé, en général, comme on disait, vous avez cette protection, même si elle est minime, du gouvernement. C'est quand même pas négligeable. Mais par contre, dès qu'on passe sur du long terme, vous avez quasiment rien. Et c'est là où ça devient important d'aller regarder de l'assurance, donc une protection qui va vous aider à traverser financièrement le fait de ne pas pouvoir travailler. Parce que l'invalidité, c'est le fait de ne pas pouvoir travailler. Et sur le long terme, ça veut dire plus de 15 semaines. Souvent, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années, selon si c'est un accident, une maladie, et le temps qu'on se remette complètement sur pied. Et l'idée de l'assurance invalidité long terme ou invalidité longue durée, c'est de générer un revenu mensuel, en fait. C'est souvent un pourcentage du salaire habituel qu'on va choisir. Il y a une période, pareil, de carence, c'est-à-dire, comme on disait, après 15 semaines, par exemple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de l'argent non imposable, en général, et sans contrainte d'utilisation. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser pour vos traitements, mais juste pour la vie de tous les jours aussi. Et c'est vraiment ça l'idée de l'invalidité long terme et de l'assurance liée à l'invalidité, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins
du couple, de la famille, et d'être sûr qu'il y a quelque chose qui va tomber tous les mois, même quand on est malade, même quand on est blessé. Alors, comment y souscrire? Ça, c'est quand même intéressant d'aller voir un peu plus là-dedans. C'est-à-dire que si vous êtes employé, regardez votre assurance collective. Euh, c'est possible, alors c'est pas partout, mais c'est possible qu'il y en ait une, assurance invalidité longue durée, qui soit incluse dans votre assurance collective. Ça arrive de plus en plus, les employeurs commencent à prendre conscience de l'importance. Et donc, si c'est proposé, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de question de santé. Donc, vous avez au moins un minimum. Des fois, ça peut être 60, enfin, ça va être en général 2/3 de votre salaire, avec un maximum de 2000, 2500 $ sans poser de questions de santé. Donc, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant. Et c'est intéressant de savoir si vous l'avez. Maintenant, si vous n'en avez pas, ou si vous n'êtes pas employé, que vous n'avez pas d'assurance collective, etc., c'est intéressant de regarder au niveau personnel. Là, il y a des questions de santé, ça peut être un petit peu complexe à obtenir par rapport aux questions de santé, etc. Mais au moins, ça vous appartient. Ça vous appartient, ça vous suit durant toute votre carrière, si vous la prenez jusqu'à 65 ans, par exemple. Et ça vous permet de vous protéger sérieusement contre de l'invalidité longue durée. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive qu'aux autres. Hein. L'invalidité longue durée, il y a des statistiques qui disent qu'un employé sur 3 au Canada va faire une demande d'invalidité longue durée au cours de sa vie active, c'est-à-dire au cours du mois où il travaille. Et ce n'est pas nécessairement à cause de la maladie, qui est on va souvent lier la maladie à la vieillesse. Ça peut être simplement un accident. Vous allez faire du ski, vous allez faire une randonnée, vous avez un accident, vous cassez la jambe, peut-être que pendant 6 mois, vous cassez le bras, pendant 6 mois, vous ne pouvez pas travailler. C'est là où ça intervient, l'assurance longue durée. Ce qui est important de savoir, c'est de la choisir, en fait, il faut la choisir intelligemment, toujours en fonction de vos besoins et toujours en fonction de votre budget. Donc, c'est important, encore une fois, de demander de l'aide à des professionnels pour parler de tout ça, savoir ce qui existe, savoir ce qui peut être mis en place. Donc, par rapport au budget, les prix peuvent être du simple au double, au triple, selon les options qu'on choisit et les couvertures. Donc, c'est vraiment important de regarder parce que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, l'assurance invalidité longue durée. Donc, ne la choisissez pas comme vous allez choisir une pizza et commander une pizza en ligne pour un samedi soir. C'est vraiment quelque chose qui demande des discussions poussées et de savoir comment on met ça en place et aussi quel est le budget. Donc, très important, on l'a vu, on a la base, assurance publique, on a les améliorations, tout ce qui est assurance de groupe ou assurance santé personnelle, et ensuite, en plus de ça, tout ce qui est assurance maladie grave, assurance invalidité longue durée. Il en existe certaines autres, mais c'est aujourd'hui, on voulait se concentrer sur ça, qui sont, en tout cas pour des professionnels, jeunes professionnels ou non, c'est quand même des produits qui sont extrêmement importants pour protéger vos finances personnelles. Maintenant, deuxième situation, qu'on soit employé ou autre, si vous êtes nouvel arrivant, c'est-à-dire que si vous êtes immigrant, si vous avez de la famille qui visite de l'étranger, si vous avez, ou alors si vous êtes résident canadien ou canadien et que vous voyagez, vous traversez la frontière, vous allez aux États-Unis, etc. On voulait se concentrer quelques minutes sur ça parce que c'est souvent laissé un petit peu de côté, puis c'est dommage. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas résident permanent et pas citoyen, c'est intéressant de comprendre qu'en général, vous n'avez pas d'assurance provinciale. Au Québec, par exemple, pour quelqu'un qui est en permis de travail, vous allez être couvert par la RAMQ uniquement au niveau médical. Vous n'allez pas être couvert pour les médicaments. Certains étudiants internationaux n'ont même pas de RAMQ, rien du tout, pas de couverture provinciale. Vos parents qui vont visiter n'auront évidemment pas accès à la RAMQ si vous êtes immigrant. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre qu'il faut, en fonction de la situation, s'adapter et regarder ce qui est possible. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout assuré par une assurance publique, une assurance provinciale, alors
vous n'avez pas la possibilité d'avoir d'assurance collective. Important à retenir. Si vous n'êtes pas assuré au niveau public ou provincial, au Québec en tout cas, pas d'assurance collective possible, à vérifier dans les autres provinces. Et la seule option, à ce moment-là, si vous n'avez pas d'assurance publique, c'est d'avoir une assurance urgence seulement, en fait, urgence médicale. On entend souvent parler d'assurance visiteur au Canada, d'assurance impatrié, d'assurance étudiants internationaux. C'est vraiment seulement pour les urgences, pas pour une visite régulière du genre je vais voir un médecin, faire un check-up. Non, non, c'est vraiment pour une urgence médicale, maladie, accident. Il n'y a pas de question de santé pour obtenir ce genre d'assurance-là. En tout cas, sauf si vraiment pour les personnes plus âgées, il peut y avoir des questions de santé. Mais il y a quand même des limitations et des exclusions. On ne peut pas être couvert, par exemple, pour un problème de santé qui est existant et qui n'est pas réglé, qui n'est pas stable. Donc, très important à savoir ce qui existe. Et c'est exactement ce genre de produit qu'on va proposer aux familles qui viennent de l'étranger. Si vous êtes immigrant, même si maintenant vous êtes Canadien ou résident permanent, si vous avez de la famille ou des amis qui viennent de l'étranger, c'est ce genre d'assurance-là qu'on peut proposer. C'est des assurances visiteurs au Canada, etc. Si vous n'avez pas de RAMQ et que vous êtes résident ici, mais que vous n'avez pas de RAMQ encore pour n'importe quelle raison, c'est aussi ce genre d'assurance qui va être nécessaire. Donc, n'hésitez pas à venir nous demander, on pourra vous aider avec ça et à mettre ça en place. C'est quand même assez facile à mettre en place, ça se fait du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. Mais l'important, c'est vraiment de se savoir donc protéger en cas d'urgence parce que ça peut être des milliers de dollars de dépenses si jamais on se retrouve à l'hôpital pour une urgence, qu'on a besoin d'une ambulance, etc. Et la même idée, en fait, et c'est souvent trop peu réfléchi et trop peu discuté, c'est si vous êtes résident au Canada et que là, vous partez voyager, que ce soit professionnellement, que ce soit pour des vacances, vous partez n'importe où. On parle souvent des États-Unis parce qu'en fait, les exemples aux États-Unis fleurissent. Il suffit d'aller chercher un petit peu sur Internet, puis vous verrez des exemples assez fous de personnes qui se font mal et qui doivent payer des dizaines de milliers de dollars souvent parce qu'ils sont restés une semaine à l'hôpital aux États-Unis. C'est valable après dans n'importe quel pays du monde, hein, donc c'est pour ça de faire très attention. Mais ce qui est encore moins su, c'est que si vous allez simplement dans une autre province, et c'est là où par ça que je commence, donc si vous avez une urgence médicale dans une autre province, vous êtes au Québec, vous êtes protégé par la RAMQ, et là, vous traversez la frontière, vous allez en Ontario, vous vous retrouvez à Toronto, et là, vous avez un accident dans la rue, et vous vous retrouvez à l'hôpital. Il faut savoir qu'en fait, vous serez couvert par la RAMQ. C'est possible que vous deviez payer vous-même d'abord, d'une part, mais après, vous pouvez faire une réclamation à la RAMQ, mais vous ne serez couvert que par rapport au niveau de votre province de résidence. Donc, si vous allez en Colombie-Britannique ou en Ontario et que le traitement ou l'hôpital finit par coûter plus cher que ce qu'il aurait coûté au Québec, la différence sera de votre poche. Ça peut être quelques centaines de dollars, ça peut être plus que ça, mais il faut le savoir. Donc, c'est pour ça qu'en général, on va conseiller une assurance voyage, même si c'est juste pour sortir du Québec ou de votre province de résidence, selon où vous êtes. Au niveau urgence médicale hors du Canada, là, si on sort vraiment du Canada, là, il n'y a même pas de discussion, c'est même pas conseillé, c'est prenez une assurance voyage dès que vous prévoyez de sortir du Canada. Pourquoi? C'est parce que, comme on disait, les dépenses peuvent être énormes, que ce soit États-Unis, Mexique, Caraïbes pour des vacances, l'Europe, l'Asie, prenez une assurance voyage. Maintenant, la première question à se poser avant de se précipiter et acheter une assurance voyage, c'est est-ce que vous en avez déjà une? Si vous êtes employé ou pas, mais que vous avez une assurance collective, vous avez sans aucun doute une assurance voyage. Si vous avez une assurance santé personnelle, comme on voyait au début, que vous avez acheté vous-même, sans aucun doute, vous avez une assurance voyage. Si vous avez une carte de crédit, c'est possible qu'il y ait une assurance voyage incluse. Par contre, lisez bien les petites lignes, lisez bien les conditions. Et si vous n'êtes pas sûr, posez des questions. Osez toujours poser des questions parce que l'assurance voyage, peut-être, elle va être juste pour 15 jours. Et donc, si vous partez 3 semaines ou un mois, ben, vous croyez que vous êtes protégé, mais en fait, vous êtes protégé que les 15 premiers jours. Si le 16e jour, vous avez un accident, aucune protection. Donc, regardez bien.
les conditions de l'assurance. Et posez des questions si vous avez un conseiller, si vous avez n'importe quoi, quelqu'un qui peut vous aider, un professionnel en fait, qui peut vous aider, posez des questions, toujours. Si vous n'en avez pas, vous en souscrivez une, vous demandez à un conseiller et puis le conseiller vous aidera. Donc, vous pouvez nous demander à nous, il n'y a aucun problème et on vous aidera avec ça. Et si vous êtes voyageur régulier, sachez qu'il existe des solutions pour que ça vous revienne moins cher. Ça, c'est quelque chose dont je pourrais vous parler en privé aussi. Donc, pour finir, je voulais parler un petit peu plus de notre communauté, donc la communauté LGBTQ+, et des assurances. Ce n'est pas uniquement par rapport aux problèmes de santé, hein, c'est parce que je voulais vraiment mettre en avant quelques exemples, quelques sujets pour lesquels les assurances commencent à faire des efforts. En tout cas, ça se met en place. C'est encore pas exceptionnel, mais c'est quand même assez important pour notre communauté. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment m'attarder un petit peu dessus. À commencer par la procréation médicalement assistée, je voulais juste rappeler que en fait, c'est déjà partiellement couvert par l'assurance publique. Et il y a quelque chose de très important dans l'assurance publique par rapport à la procréation médicalement assistée, c'est qu'il n'y a pas de discrimination basée sur l'orientation sexuelle ou sur l'état civil. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est important de le savoir et de le demander, en fait, quand ça se présente. Donc, pas de discrimination, vous y avez droit, on y a tous droit. Au niveau de l'assurance collective, ça pourrait mieux vous couvrir. Donc, c'est important de regarder votre assurance collective. L'assurance collective, en général, va toujours couvrir ce que couvre l'assurance publique, mais en mieux. Donc, c'est possible que pour des médicaments, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, vous soyez couvert à 100%. Donc, quand il s'agit de PMA, c'est possible que vous soyez mieux couvert par rapport aux médicaments ou par rapport à d'autres traitements. Donc, regardez bien ce qui peut être fait au niveau de votre assurance collective. Encore une fois, posez des questions parce que les protections sont là et elles existent au niveau financier pour vous aider à ça. Au niveau PrEP, maintenant, de ce que j'ai vu, c'est partiellement couvert par l'assurance publique. Mais même idée, si vous avez une assurance collective, ça devrait aussi le couvrir. Et ça devrait certainement mieux le couvrir parce qu'il y a un meilleur pourcentage de couverture que l'assurance publique, souvent sur l'assurance collective. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à réclamer, à poser des questions. Il faut vraiment oser apporter ça apporter le sujet sur la table, en fait, et puis décrocher votre téléphone, poser les questions à la compagnie d'assurance. Ce serait trop bête de passer à côté de remboursement pour ce genre de traitement. Pareil, au niveau des soins d'affirmation du genre. Donc, pareil, au niveau public, certaines procédures sont déjà couvertes. Maintenant, un peu plus compliqué, et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant aujourd'hui, un petit peu plus compliqué au niveau des assurances collectives. Ça commence à bouger, mais c'est pas encore, on n'en est pas encore vraiment là où ça devrait être. Certaines compagnies vont partiellement couvrir des soins qui ne sont pas couverts par l'assurance publique, des opérations, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir que ça existe, mais quand même, c'est très rare parce que dans les compagnies d'assurance qui l'ont mis en place, ça reste encore une option que l'employeur doit choisir à mettre en place. Donc, je sais qu'une équipe comme nous, quand on parle à des compagnies et à des employeurs, on met ça en avant, on l'explique, on essaie de donner les outils pour comprendre à quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant de le rajouter dans une assurance collective. Par contre, c'est encore très rare parce que la plupart des gens ne savent pas comment expliquer ou ne savent pas que ça existe. Mais si vous avez une assurance collective, n'hésitez pas à en parler à votre employeur et n'hésitez pas à mettre votre employeur en contact avec nous, ça nous fera plaisir de discuter avec. Quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport à ces sujets, par rapport à tous les autres sujets, pour une assurance collective, demandez toujours, quelle que soit l'assurance en fait, collective, santé, etc., demandez toujours, posez toujours des questions. La couverture va dépendre de votre situation, de la compagnie d'assurance, de ce qu'a négocié l'employeur. Donc, c'est vraiment important de poser les questions, de ne pas avoir honte, de ne pas être gêné.
prenez votre téléphone, posez des questions. Voilà. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui quand on parle d'assurance. Il faut oser aller poser des questions. Dernier sujet, au niveau du genre, ça me tenait à cœur vraiment d'en parler un petit peu aujourd'hui, parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'industrie de l'assurance, on demande encore, alors normalement, on ne devrait plus nous demander le genre, ça ne devrait plus nous être demandé. Par contre, tout le monde n'a pas été encore complètement formé, ou en tout cas, certains formulaires indiquent encore le genre, etc. Ce qu'on demande quand on parle d'assurance, c'est vraiment le sexe à la naissance. Ça ne devrait jamais être le genre. Pourquoi le sexe à la naissance? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle à tort le gender gap, qui est en fait le fait que les assurances, assurance vie, assurance maladie, etc., vont coûter plus ou moins cher selon le sexe à la naissance, parce que c'est basé sur des statistiques, évidemment. Donc, pour de la maladie grave, par exemple, et de l'invalidité, c'est encore obligatoire de donner le sexe à la naissance. Encore une fois, on ne devrait pas vous demander le genre. C'est possible que certains formulaires ne soient pas mis à jour. Quand je le vois, je fais attention de toujours demander à la compagnie d'assurance de faire des changements, mais c'est encore en travail. Au niveau assurance collective, quand vous allez vous enregistrer sur une assurance collective avec votre employeur, en théorie, c'est aussi obligatoire de donner le sexe à la naissance. En pratique, j'ai eu la confirmation que les exceptions peuvent être faites. Donc, vous pouvez simplement donner ce que vous voulez, ne rien donner, et normalement, la compagnie d'assurance passera outre ça et il n'y aura pas de problème. Au niveau assurance santé personnelle, de ce que je vois aujourd'hui, c'est toujours encore demandé. Par contre, ça n'a pas d'impact sur la prime. C'est assez marrant de voir ça, c'est que c'est quand même demandé, mais ça n'impacte pas le prix de l'assurance. Donc, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Franchement, ça ne changera pas le prix. Et j'espère que tout ça va évoluer, parce qu'on est encore quand même vraiment à la base de cette question-là au niveau de l'assurance. C'est possible que ça évolue rapidement dans les prochaines années. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions plus précises par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me demander. Moi, je peux essayer de demander aux compagnies d'assurance ce qu'il en est. Donc, pour aujourd'hui, ça a traité, donc, comme on disait, est-ce que vous pouvez vous permettre d'être malade? Mais en gros, c'était par rapport à la santé, par rapport à comment protéger vos finances contre l'imprévu lié aux problèmes de santé, accident, maladie. Et donc, tout ce qu'il y avait dans cette présentation, moi, je peux vous aider avec. Il n'y a aucun problème. Comme je disais, vous me contactez, vous envoyez un courriel, vous contactez QueerTech, qui vous donneront nos coordonnées. Et donc, en plus de ça, évidemment, tout ce qui est conseil financier global, donc holistique, pour les professionnels, pour les entrepreneurs, investissement, etc., on peut vous aider. Mais particulièrement par rapport à cette présentation, tout ce qui est avantage collectif pour les entrepreneurs, donc l'assurance collective, on peut vous aider avec ça. Assurance santé personnelle pour les travailleurs autonomes, par exemple, pour ceux qui n'ont pas d'assurance au travail. Et tout le reste, assurance maladie grave, invalidité, assurance voyage, assurance pour nouvel arrivant aussi, ou pour les familles qui viennent vous visiter si vous êtes migrant. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler, à venir nous voir, à venir nous poser des questions. On est là pour ça et c'est le but de ce travail qu'on fait avec QueerTech, en fait. Donc, on se retrouvera pour le prochain webinaire dans quelques mois. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, puis portez-vous bien. Merci beaucoup.